Chante. On est en compagnie de ce plongeur fabuleux. Vous le connaissez, vous avez sans doute vu l'une ou l'autre de ses émissions où on le voit plonger dans des un peu partout sur la planète. Mario Cyr, merci d'être là. Ça me fait énormément plaisir. Puis pour répondre, oui, je travaillais dans à peu près 110, 115 pays différents. Donc, originaire des Îles-de-la-Madeleine. Originaire des Pierre Îles-de-la-Madeleine. Madelino, qui n'oublie jamais Exact. d'où il vient parce que c'est parti de là. Oui, et je tout voulais est parti. tout est parti des îles, bien sûr. Il y a bien des affaires qui partent des îles. Et il y a beaucoup de gens qui veulent y aller parce que c'est tellement un endroit magnifique. Et j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que tu avais une bande dessinée qui venait de sortir, qui s'intitule Nanook, qui veut dire ours polaire, c'est Exactement, en Inuktitut. En Inuktitut. C'est le tome 1, donc on imagine qu'il y a un tome 2 qui s'en vient. On va en faire 6. Tu pourrais en faire 6. Ouais. Et tu racontes, dans le fond, l'histoire de Mario, le petit gars qui est Passionné par la mer et qui tout. devient passionné de plongée. Qui a rencontré Farley Mowat. Oui. Écoute, j'ai même fait des recherches, aller voir qui est Farley Mowat, que je connaissais pas. C'est un écrivain anglophone prolifique qui est décédé, malheureusement, mais qui était extrêmement prolifique, là, qui a écrit plus de 20 ouvrages. Là, sur l'environnement, sur la faune, la flore. Beaucoup. Oui. Puis qui avait sa maison d'été à Grande Entrée, donc chez nous, à côté de ma maison. Donc, c'est mon père qui s'occupait de sa maison quand il n'était pas là, parce qu'il venait juste l'été. Et pour moi, c'était le premier vrai plongeur que je rencontrais. C'est lui qui t'a initié, dans le fond. Tu l'as vu plonger? Oui, c'est ça, exactement. J'étais encore jeune, donc j'ai participé, c'est-à-dire qu'à 10 ans, je suis allé avec lui en bateau pour prendre ses équipements de plongée quand il allait sortir de l'eau. Et à l'époque, Farley écrivait un livre sur les mammifères marins, et il voulait se sentir un peu comme ces mammifères-là, donc il descendait avec des ardoises dans le fond de l'eau et il écrivait sur ces ardoises-là. Donc, tu peux imaginer qu'un petit gars de 10 ans qui voit quelqu'un descendre dans l'eau, écrire coucher dans sous le fond l'eau, de l'eau et écrire sous l'eau, ça fait poser des questions. Hein? Puis il t'a dit, parce que tu le dis dans la bande dessinée, veux-tu essayer mon équipement? Veux-tu essayer mon masque? Mon masque, oui, c'est ça, parce que quand on est arrivé, parce qu'il venait me chercher, moi, j'étais déjà sur le bord de la plage, puis quand il venait me porter, c'est ça, il me laissait pendant quelques minutes son masque, puis donc c'était la première fois que je voyais vraiment sous l'eau, comme il faut, des homards, des crabes, des plis. Et il y a eu un autre facteur, donc à la fin de ma 4e année, mes parents m'ont donné comme cadeau Palme Masque Tuba. Et c'est probablement un cadeau qui a changé ma vie. Ça complètement. C'est drôle, hein, des fois, j'ai la lu vie. toute ta bande dessinée, puis sincèrement, je vous la recommande chaleureusement. C'est pour les enfants, c'est pour les adultes, c'est pour tous ceux qui aiment des belles histoires, qui aiment l'aventure, qui aiment l'eau, et pour ceux qui craignent l'eau aussi. C'est une façon de les... L'apprivoiser. Complètement. Ouais. Moi, j'ai eu la chair de poule. J'avais le souvenir qui soudainement est ressurgi de la première fois que j'ai mis la tête dans l'eau. Avec un tuba, un masque, puis des pans. Ma première plongée bonbonne, où là, tu peux rester 1 heure sous l'eau à regarder ce qui s'y passe. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir cette chance-là, cette capacité, parce qu'on aurait une plus grande conscience, je pense, de l'environnement. On le dit tout le temps, la Terre est surtout composée d'eau. Oui, à 70%, hein, c'est énorme. Il faudrait toujours bien aller. Oui, également. Notre corps aussi. Exact. Mais on le connaît pas, cet environnement-là. Non, on le connaît vraiment pas beaucoup. Je le vois. Je le vois donnant des conférences, en discutant avec des gens qui n'ont jamais eu la chance ou cette approche-là, d'avoir cette chance-là d'aller voir sous l'eau. Puis ça fait peur à beaucoup de monde. Et pourtant, on est tellement bien, quand on contrôle cette peur-là, quand on est tellement bien dans l'eau, hein, c'est comme si on serait en apesanteur. Donc, c'est vraiment une sensation de bien-être total, là. Et tu racontes, bien sûr, que tu as fait de la plongée commerciale. Oui. Puis à un moment donné, par hasard, comme ça, on t'a proposé, c'est une équipe de télévision qui voulait... Discovery Channel. Voilà, explique un peu comment c'est arrivé. C'est qu'ils m'ont engagé comme guide parce qu'à l'époque, j'étais justement habitué de travailler sous la glace en plongée commerciale. Donc, ils sont arrivés aux îles de la Madeleine puis cherchaient un guide pour les aider à aller
aller prendre des images de phoques du Groenland, mais pas toucher à la caméra. Là. C'était vraiment pour leur aider leur caméraman. Et leur problème, c'est que le caméraman naît de la Californie, pas habitué à travailler dans l'eau froide. Et au bout de 15-20 minutes, il était gelé, il devait sortir de l'eau. Puis le réalisateur, au bout de 3-4 jours, commençait à paniquer un peu. Et tout simplement... par hasard, tout simplement pour leur aider, je leur ai demandé de me montrer comment la caméra marchait, puis que j'allais essayer d'aller chercher des images. Puis je le dis souvent, c'est pas les meilleures images que j'ai fait dans ma vie, mais ça a permis de sauver ce tournage-là. Et quelques mois plus tard, ils m'ont rappelé pour les accompagner du côté de l'Alaska en disant, on a bien aimé travailler avec toi, puis on aimerait ça que tu viennes faire la 2e caméra sous-marine. Et je leur ai dit tout de suite, vous savez que je suis pas caméraman, hein? Tout ce que je sais, c'est ce que vous m'avez montré. Donc, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était pas vraiment important. Je pense que l'important, c'était vraiment d'assurer la sécurité du caméraman. Et on le voit des fois. Donc, on voit des animaux, puis à un moment donné, on voit le caméraman qui filme. Ça veut dire que ça en prend un deuxième. Donc, ça, c'était mon rôle, tout simplement, de filmer le caméraman. Et le caméraman, c'était Adam Ravitch, qui est pour moi le plus grand caméraman sous-marin qui existe. Et Adam m'a pris un peu, je dirais, sous son aile. Donc, en m'apprenant à comment manipuler cette caméra-là. Sous l'eau, sous l'eau, mais surtout de me dire aussi que c'était ça sa vie. Il se promenait à travers le monde pour aller chercher des images, donc il était payé pour ça. Et moi, là, je me suis dit, moi, je veux faire ça, faire ça moi aussi. Mais... Et tu as été le premier à pouvoir filmer des Nanooks. Oui, des ours polaires, Première équipe à vraiment travailler dans l'Arctique pour National Geo pour aller chercher des images. C'est vraiment ça, la BD. C'est comment on s'y prend lorsqu'on a quelque chose qu'on n'a aucune idée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Des images exceptionnelles. Oui, c'était pas évident. Puis, il y avait le fait qu'il y avait personne qui l'avait fait auparavant. On ne savait pas comment l'ours polaire allait agir. Ouais. Et on le rencontre vraiment aussi bien dans la BD. On a rencontré le plus grand scientifique, malheureusement décédé aussi, Ian Stirling, sur les ours polaires. C'est un homme qui a passé sa vie avec les ours polaires. Donc, c'est lui qui nous a un peu indiqué comment l'ours polaire fonctionnait, comment il nageait, comment aussi il était capable de descendre sous l'eau, mais pas profondément. Voilà, ça va pas creux, ça va pas profond. Et c'est ça notre porte de sortie, là. Oui, c'est ça qui te sauve. Puis, parce qu'on le voit à plusieurs reprises, t'essayes. Ah oui, beaucoup d'essais. Tu te caches pas du fait que t'avais peur. Et puis que t'es le premier à essayer quelque chose. Moi, j'ai appris plein de choses. Par exemple, les Inuits qui connaissent bien l'animal savent que tu peux pas être proche d'un ours polaire sans avoir une arme, une carabine, au cas. Mais qu'il y a 3 balles au moins, que les 2 premières sont pas des vraies balles, en fait. C'est ça, exactement. C'est tout simplement des fusées éclairantes et ça fait un gros boom pour éloigner l'animal. Puis de tout... Mais la 3e, c'est une vraie. Ouais. J'ai fait 44 expéditions, en fait, compte dans l'Arctique, donc j'ai vu énormément d'ours polaires et on n'en a jamais tiré. On n'a jamais eu l'obligation, mais si jamais que l'ours continuerait, maintenant, parce qu'il est extrêmement affamé, c'est certain que la 3e balle, elle s'en est une vraie qui pourrait au moins le blesser. Puis Moi, j'ai eu l'occasion, j'allais dire la chance incroyable, comme plein de gens, parce que c'est une exposition qui a bien marché. Là, oui, à Montréal et Québec. Oui, où on voyait ces images. Et on était vraiment plongé dans ton expédition en Arctique avec ces ours-là qu'on voyait s'accrocher à la banquise. Moi, je suis allée avec mes 2 filles. On pleurait. Ouais. Je te jure, beaucoup Mario, on a pleuré. Je pleure, moi aussi, des fois. Et tu te dis... Qu'est-ce qui va arriver aux ours polaires, qui se rapprochent d'ailleurs des villages parce que... De plus en plus. Ils ont faim. Ils ont faim. Et c'est leur survie. Tu sais, si on veut juste faire une histoire rapide au niveau des ours polaires, puis on va prendre ceux qui sont les plus près de nous, dans la baie du Hudson. Mais aujourd'hui, dans la baie du Hudson, ça veut dire qu'en été, il y a 2 mois de plus où il n'y a pas de glace. Et ça veut dire systématiquement que les ours polaires sont 2 mois de plus à ne pas manger. Ouais. Parce qu'ils attrapent les phoques sur la banquise. Bon, c'est des charognards. S'il y a des phoques de mort, des belugas, là, ils vont manger puis ça va les aider. Là. Mais s'ils ne trouvent pas cette charogne-là, cette nourriture-là, ils ne vont pas se nourrir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit beaucoup plus d'ours polaires
décédés, ou ce qu'on appelle des chétifs, juste la peau et les os. Et ça, c'est sûr que c'est extrêmement dommageable. Puis il y a un autre système aussi, c'est que une maman ours polaire, ça peut avoir 1, 2, 3, même jusqu'à 4. C'est rare, petit, mais la plupart du temps, c'est 2. Même, il y en a plus qu'il y en a 2 en fait, juste un oursin. Et les 2 oursins, quand ils viennent au monde, elles ne vont pas interagir. Ça veut dire qu'il y en a un automatiquement qui est plus fort que l'autre. Mm-hmm. Et lui, c'est lui qui va boire en premier, donc il va s'allaiter. Et si la mère n'a pas assez mangé, elle n'a pas assez de lait. Donc, c'est pour ça aussi on voit les ours qui vont se développer, mais un qui va se développer beaucoup plus vite que l'autre, et on voit de plus en plus aussi de petits qui sont délaissés, puis ça arrache le cœur. Il nous reste peu de temps, Mario Cyr, mais est-ce qu'on les a comptés, ceux qui restent? Est-ce qu'on sait combien il en reste? Au Canada, on en avait à peu près une trentaine de mille. Là, on pense qu'il y en a aux alentours de 24-25 000. Donc, on en a perdu quand même passablement dans les dernières années. Et le plus gros problème, c'est que la fonte de glace s'accentue. Hein. Chaque année, on en perd des morceaux, donc ça veut dire que leur territoire de chasse diminue à chaque année, là. Si vous voulez en savoir plus sur les expéditions de Mario Cyr, il y a cette nouvelle BD, puis c'est toi là, qui est l'éditeur d'ailleurs. Oui, c'est certain que ça n'aurait pas été fait sans Stéphanie Rowe qui a écrit, qui a mis en page, et aussi magnifique, José Bin, les dessins. Et il y a aussi une... Vas-y, termine ta phrase. En fin de compte, il y a une application qui est très, ça, c'est vraiment fabuleux. Là. En fait, allez pour procurer ça. Nanook, merci beaucoup, Mario. Merci Olivier, beaucoup. merci à toute l'équipe. Bonne fin de semaine.